Est-ce que c'est possible de passer la slide? Voilà. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Marc Bourgeois, je suis un des responsables scientifiques du projet collectif. Je suis maître de conférence, enfin, en d'autres termes enseignant-chercheur au laboratoire environnement ville société qui est rattaché à l'université Lyon 3. Et donc je suis en charge de coordonner ce projet. Donc moi je suis un géographe. Donc, ce n'est pas forcément moi qui vais être spécialiste des petites bêtes qu'on va trouver sur votre terrain, mais par contre, ça va être plutôt tout ce qui va être cartographie, tout ce genre de choses, cartographie des réseaux écologiques, des connectivités, des choses qu'on va pouvoir faire à partir de ce projet. Donc évidemment, je ne suis pas tout seul dans ce projet, loin de là. Je suis appuyé par un grand nombre de collègues qui prennent part à ce projet collectif qui, pour le coup, porte bien son nom parce on est de nombreux, on est des chercheurs de plusieurs laboratoires, en tout cas dans ce projet. Donc, on a deux laboratoires de recherche principaux que sont les laboratoires environnement, ville, société, donc qui est un laboratoire plutôt axé géographie, et un autre laboratoire qui est rattaché à l'université Lyon 1 à la Doua, qui est le laboratoire LENA, donc écologie des hydrosystèmes, dans lequel certains collègues font partie. Donc, eux vont être beaucoup plus spécialisés sur le volet biodiversité. Donc maintenant que je me suis présenté, je vous propose de passer la parole à mes collègues qui vont pouvoir se présenter certainement mieux que moi je vais le faire, et on rentrera ensuite bien évidemment dans le vif du projet. Donc je vais d'abord laisser Marie-Lise Cotet se présenter, qui est une de mes collègues au laboratoire EVS. Pour écouter, c'est ça? Bonjour à tous, Marie-Lise Cotet, c'est moi. Oui, je suis géographe. Alors, à la différence de Marc, moi, je suis géographe spécialisée en géographie sociale. Ça veut dire que je m'intéresse plutôt aux humains et pas forcément aux petites bêtes. Et je m'intéresse aux relations entre les sociétés et les écosystèmes. Et donc, dans le cadre de ce projet, je vais suivre toute la démarche qui va être mise en place avec vous et en lien avec les différents scientifiques. Et le but, c'est de mieux comprendre, vous, quelles sont vos perceptions des espaces verts, vos perceptions de la biodiversité et vos attentes et vos motivations à l'égard de cette biodiversité. Donc, je vais travailler avec une stagiaire qui s'appelle Héloïse Bellet, qui est ici parmi nous. Et donc, au cours de la démarche, ce qu'on va faire, c'est assister avec vous aux différentes manipulations et aux différents relevés qui seront sur le terrain. Et puis, Héloïse fera des enquêtes, vous proposera de participer à une enquête par entretien. Et donc, il s'agira de prendre un petit temps avec elle pour avoir une petite discussion autour du thème de vos espaces verts et de la biodiversité. Voilà. Bien, merci Marie-Lise. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Bernard Kaufmann. Donc, je suis Bernard Kaufmann, donc moi je suis un peu l'écologue du groupe de chercheurs. C'est moi qui vais jouer le rôle de l'expert dans tout ce qui est biodiversité, particulièrement toutes les petites bêtes. Je ne serai pas tout seul dans cette tâche-là, puisqu'on a des collègues des associations qui se présenteront juste après nous et qui sont d'excellents experts de la biodiversité locale. Et avec Marc, on co-encadre la thèse de Thomas qui va se présenter dans 2 minutes pour vraiment donner au travail qu'on est en train de faire avec vous un caractère qui est pluridisciplinaire, où on essaie d'intégrer vraiment l'écologie, la biologie avec la géographie cartographique et avec la géographie sociale de Marie-Lise Cotet. Donc, je vais dire beaucoup plus, je reviendrai vous dire 2 mots sur les objectifs du projet. Je passe la parole à Thomas. Et bonsoir à tous, moi c'est Thomas Boutreux, donc je suis effectivement doctorant en écologie et géographie, encadré par Bernard et par Marc. Je m'intéresse à l'écologie urbaine depuis quelques années, après avoir travaillé quelques années notamment avec la ville de Lyon sur la préservation de la biodiversité dans les espaces verts publics. Et je me suis rendu compte qu'on faisait les choses plutôt bien dans les espaces verts publics et que j'avais vraiment envie de travailler sur
des espaces verts privés, et notamment sur les collectifs qui hébergent énormément de personnes, avec l'idée que il y avait effectivement un gâchis peut-être sur ces espaces qui sont peu, peu occupés par la biodiversité et peu occupés par leurs habitants. Et donc, l'idée de ce projet, c'est de travailler ensemble avec vous. Et je vous remercie en tout cas énormément pour votre présence ce soir, parce que c'est vous aussi, habitants, qui faites partie complètement intégrante de ce projet. Et donc, on aura l'occasion de se voir régulièrement sur le terrain, puisque moi, j'y serai une bonne partie du mois de mars, avril, mai aussi. Donc, n'hésitez pas à me solliciter avec toutes les questions qui vous passent par la tête à ce moment-là, lorsqu'on est sur le terrain. Moi, de toute manière, je vous solliciterai pour vous rencontrer à mon arrivée. Et voilà, j'espère qu'on pourra passer en tout cas de chouettes moments sur le terrain, et avec des activités sympathiques, et surtout des choses à voir ensemble sur le terrain. Je vais passer la parole peut-être à Caroline Bréfort, qui a rejoint le projet collectif il y a quelques mois en tant qu'ingénieur d'études sur le projet. Peut-être que Caroline, on te connaît bien, et tu peux peut-être représenter de nouveau tes activités dans le projet. Eh bien oui, donc moi je suis la coordinatrice du projet collectif, donc c'est moi que vous avez eu par mail et par téléphone pour beaucoup d'entre vous. C'est aussi moi que vous pourrez rencontrer sur le terrain. Donc voilà, moi je suis vraiment la personne, voilà, mon travail entier est dédié au projet collectif. Donc moi je suis vraiment là pour organiser les différentes campagnes de terrain, et aussi du coup tout ce qui est médiation, communication avec les habitants. Donc voilà, garder ce lien qu'on a commencé à créer ensemble. Et voilà, c'est un projet d'envergure, c'est un projet innovant. Donc voilà, c'est aussi un projet avec vous. Et donc du coup, pour que ce projet se déroule de manière correcte et durable, il faut vraiment que ce lien perdure. Donc voilà, il ne faudra vraiment pas hésiter à me contacter pour des questions, ou alors ça sera moi qui vous contacterai pour éventuellement prendre les rendez-vous de terrain. Et du coup, j'espère qu'on pourra travailler main dans la main pour ce projet qui est un beau projet sur la métropole de Lyon. Voilà. Et du coup, on peut continuer sur les différents acteurs. Et je laisse la parole du coup à une autre Caroline, qui est la directrice de l'association Arthropologia. Bonjour, donc je suis Caroline, la directrice d'Arthropologia. On est une association naturaliste qui travaille sur la biodiversité, essentiellement autour des insectes. Donc, dans le cadre du projet collectif, on va intervenir sur les suivis scientifiques autour des pollinisateurs, et puis toute la partie découverte de la biodiversité à travers des sorties, des initiations, suivi participatif, à travers des ateliers, à travers des chantiers de plantation, à travers tout plein de choses. On va avoir plusieurs personnes de l'équipe, entre des stagiaires, des services civiques, des chargés d'études et des animateurs qui vont intervenir durant les 3 années du projet. Et du coup, je vais présenter l'association des espèces par million, parce que ses dirigeants sont encore sur le terrain. Donc voilà, ils sont déjà la main dans le terrain. Donc du coup, des espèces par million, c'est une association lyonnaise de protection de l'environnement qui œuvre en fait sur Lyon, donc vraiment sur le territoire de Lyon, avec notamment 4 grands pôles. Donc sensibiliser les habitants à la diversité des espèces que l'on peut rencontrer en milieu urbain chez nous, conseiller et accompagner les habitants pour favoriser la faune, la flore dans leurs espaces verts à eux. Ils peuvent aussi réaliser des diagnostics écologiques, donc d'aider des communes à faire des inventaires des espèces qui se trouvent sur leur commune, pour après donner des conseils sur des solutions de gestion adaptées pour favoriser la biodiversité. Et ils ont aussi un pôle d'innovation dans la restauration et la création d'habitats naturels en ville. Donc, vous saurez, vous pourrez les rencontrer sur le terrain cette année, l'an prochain, et ça sera aussi du coup une association qui fera comme Arthropologia des animations, des ateliers, tout sur la biodiversité en ville. Et je crois que c'était Bernard qui avait prévu de présenter les acteurs du territoire, mais je peux le faire si tu veux. Tu peux le faire aussi, Marc, si tu veux. Donc, allez. Dans les autres acteurs qui nous accompagnent dans ce projet,
Alors, on n'a pas cité nos principaux financeurs qui sont deux organismes universitaires de recherche qui permettent, par exemple, de payer les salaires de Thomas Boutreux ou de Caroline Breffort, qui sont ce qu'on appelle un LABEX, LABEX IMU, et l'école urbaine de Lyon, qui sont nos deux grands partenaires. Et on a aussi des partenaires qui sont des territoires, comme bien évidemment la métropole de Lyon, qui soutient notamment nos partenaires associatifs très fortement, la ville de Lyon qui nous soutient aussi, qui soutient aussi très fortement nos partenaires associatifs, des bailleurs sociaux. Ces bailleurs sociaux, c'est Est Métropole Habitat et Grand Lyon Habitat, et qui vont nous permettre aussi de nous intéresser aux espaces collectifs, aux espaces verts collectifs, des logements sociaux dont on a besoin pour comprendre ce qui se passe. On va vous expliquer les enjeux dans 2 minutes, mais en tout cas, la présence des logements sociaux dans cette étude, elle est impérative. Et donc, Caroline qui vient de se présenter, évidemment, quoi. Donc, voilà nos 4 grands partenaires sur ce projet et qui nous aident soit en nous finançant, soit en nous donnant accès à des collectifs. Je tiens à préciser aussi que nous avons une armée de stagiaires, entre guillemets, qui vont avoir différents rôles sur le projet et qu'on ne peut pas tous présenter ici, mais que je remercie également, que ce soit les stagiaires qui vont être plutôt sur le terrain, d'autres qui vont plutôt être derrière les ordinateurs à faire des cartographies ou des choses comme ça. Voilà, donc sur cette diapo, vous voyez un petit peu les personnes qui seront impliquées fortement sur le terrain et donc qui viendront à votre rencontre. On a oublié Héloïse d'ailleurs, donc Caroline qui s'est présentée, Thomas aussi. On a 2 étudiants qui sont en 2e année de master, donc qui font des stages longs de 6 mois. Et donc, là aussi, seront là sur toute cette saison de terrain, sur le terrain et avec vous. Et encore d'autres nombreux stagiaires. Alors, pourquoi autant de monde? Vous allez comprendre quand Thomas vous expliquera un petit peu tout ce qu'on a à faire. Et vous allez voir que c'est un effort considérable. Alors, simplement pour vous expliquer en quelques mots d'où vient ce projet et quelles sont les grandes questions qu'on se pose et pourquoi nous, en tant que scientifiques, en tant qu'écologues, que géographes, on s'est lancé dans cette histoire. Aujourd'hui, vous savez tous que la biodiversité, elle est en crise. Les espèces disparaissent un petit peu partout dans le monde. En France, on en a déjà perdu un certain nombre. Et l'inquiétude provient non seulement du fait que des espèces disparaissent, mais que la taille des populations, que le nombre d'individus de chacune des populations d'oiseaux, d'insectes, diminue fortement et nous mène à ce qui est pour l'instant la 6e grande extinction de masse qu'a connue notre planète. Je vous rappelle que la 5e, c'était la fin des dinosaures. D'accord ? On est sur pour les organismes qui vivent sur notre planète, on est dans un événement du même type que celui de la fin des dinosaures et de la même ampleur. Caroline ? Alors, pourquoi est-ce que cette biodiversité est menacée? Alors, dans le monde, les causes peuvent être variées. Là, je vous ai indiqué les causes locales, mais les causes dans le monde, c'est la surexploitation des ressources, évidemment. C'est aussi, bien sûr, la déforestation et tout ce qui va détruire les habitats des espèces. Chez nous, en France, c'est essentiellement l'étalement urbain et l'intensification agricole qui sont à l'heure actuelle à l'origine de l'érosion de la biodiversité. Là, vous avez un exemple d'étalement urbain classique à droite avec Lyon en 1954 où on a essentiellement des champs avec un petit peu un début d'urbanisation. Et quand on voit Bron en 2015, les champs ont entièrement disparu et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve quelques immeubles, beaucoup de maisons avec des jardins, des collèges, etc. Bref, une urbanisation qui avance et qui continue à avancer. Caroline? Alors, bien sûr, les politiques ont compris la problématique, ou l'ont compris au moins en partie, et ont proposé des solutions à la fois à l'étalement urbain et à l'intensification agricole, avec de premières mesures qu'on appelle les trames vertes et bleues. Donc ça, c'est des choses qui datent du Grenelle à l'époque de Sarkozy et qui ont été mises en place afin de créer dans les paysages, globalement dans le pays,
des zones où on va conserver de la biodiversité et des corridors ou des zones de contact où la biodiversité peut se déplacer. Donc voilà un exemple, par exemple à droite, de trame verte et bleue. Donc bleu, c'est bien entendu tout ce qui est tous les milieux aquatiques, et vert, c'est tous les milieux terrestres, les forêts, les prairies, etc. Et voilà un exemple de déclinaison locale au niveau du Grand Lyon de ces trames vertes. Donc ça, c'est une première approche pour essayer de limiter l'érosion de la biodiversité. Une deuxième approche, c'est la densification urbaine. Alors, quelle est cette idée? Si les villes s'étalent, c'est qu'elles ne sont pas assez denses, c'est qu'on construit et qu'on s'étale. Et on s'étale pour quelles raisons? Une des raisons principales, et celle la plus souvent avancée, c'est la présence de maisons avec des jardins et des grandes parcelles. Bien sûr, ce n'est pas les seules raisons, hein. Il y a aussi les centres commerciaux, il y a aussi les centres logistiques qui participent à cet étalement urbain, mais l'effort, il porte surtout sur les maisons, l'habitat individuel. Donc, quand on veut densifier, donc la flèche, elle est là pour ça, on va essayer de passer d'une organisation en jardin individuel jusqu'à une organisation en immeuble avec des espaces verts jusqu'à des espaces verts de plus en plus petits. Mais il y a un paradoxe à faire ça. Donc, en densifiant, on évite de manger de nouveaux territoires. D'accord? Ça, c'est une injonction gouvernementale actuelle qui est très forte. Mais attention, quand on densifie, on sait que dans les zones de jardin, juste une seconde, dans les zones de jardin, on a une biodiversité qui est assez forte. Il y a beaucoup d'études mondiales qui nous montrent qu'en jardin individuel, quand les parcelles sont de taille suffisante, on a une biodiversité qui est très forte, bien plus forte que dans le milieu agricole autour des villes. À l'opposé, quand on est en milieu très serré de centre-ville, on n'a pas ou peu de biodiversité. Et le problème, c'est que ce qu'on cherche à faire en densifiant les villes, ce n'est pas aller vers du super dense façon centre-ville de Lyon, c'est plutôt aller vers des niveaux de densité intermédiaire avec des espaces verts compris dans des collectifs. Et pour ça, malheureusement, on ne sait pas du tout quelle est la biodiversité qui est présente dans ce type d'espace. On n'a aucune étude, que ce soit en France ou ailleurs, qui nous dise la valeur de ces espaces pour la biodiversité. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que c'est une ressource exceptionnelle? On ne sait pas. Alors, est-ce qu'on peut extrapoler à partir des jardins individuels? Pas vraiment. Les jardins individuels, on a très souvent peu d'arbres, et peu d'arbres de grande taille. Et avec la réduction de la taille des parcelles de jardins individuels, on a de moins en moins d'arbres. Alors que dans des espaces verts collectifs, plus le collectif est grand, plus ce sera vrai, on va pouvoir avoir des arbres, parfois des grands arbres. Et tout ça, on ne sait pas estimer la valeur de ces espaces. C'est l'objectif premier, le premier dont on a évoqué quand on a construit ce projet, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de ces espaces verts collectifs qui ne sont pas des parcs, ils sont trop petits pour ça. Ce n'est pas des jardins privés individuels, c'est autre chose sur lesquels on ne connaît rien. Alors pourquoi est-ce qu'on ne connaît rien sur ces espaces? Ben parce que la plupart des études qui ont été faites sur les jardins individuels ont été faites par nos collègues anglo-saxons, pour qui le jardin individuel, c'est 90% de l'habitat dans les villes. En France, on est loin de ce chiffre-là. En France, on a déjà un grand nombre de collectifs, on peut déjà travailler dessus. Tu peux passer la suite, Caroline. Donc, nos objectifs, c'est bien sûr d'étudier cette biodiversité des espaces verts, des habitats collectifs, c'est toujours long à dire, avec toute une série de groupes d'espèces sur lesquels on va travailler. Ça, c'est Thomas qui va vous le préciser. Ensuite, étudier comment les habitants perçoivent leurs espaces verts et leur biodiversité. C'est extrêmement important parce que si les habitants, ceux qui sont les usagers de ces espaces verts, ont une vision négative ou surpositive, ont des attentes par rapport à cette biodiversité, il faut pouvoir le connaître pour pouvoir jouer dessus. Bien sûr, un des objectifs, c'est de faire découvrir aux habitants leur biodiversité, pour ceux qui ne la connaissent pas. Il y en a certains qui la connaissent très bien, largement aussi bien que nous. Et à terme, c'est d'accompagner l'aménagement, la végétalisation et la plantation de leur espace vert. Alors, cet objectif-là, ça c'est du long terme, mais avant tout, ce qu'on cherche, c'est comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer les pratiques de conception et de gestion des espaces verts.
Il y a les vôtres, évidemment, mais nous, ce qu'on aimerait faire à la sortie de ce projet, et c'est pour ça que le projet il est ambitieux, c'est pouvoir apporter des réponses aux professionnels du paysage sur comment est-ce qu'on fait de bons espaces verts à la fois pour les habitants et pour la biodiversité. Alors, je ne sais plus si c'est moi ou si c'est Caroline qui va parler de ça, mais je vais peut-être le faire, Caroline. Oui, oui, tu peux continuer, Bernard. Donc, nos objectifs ils vont se décliner en termes temporels. Là, sur 2021 et 2022, en 2021, l'objectif fort, c'est la biodiversité des espaces verts. C'est là qu'on va faire un énorme effort. Ça correspond à la deuxième année de thèse de Thomas. Une thèse, ça se fait en 3 ans. Et il aura besoin d'une bonne année pour analyser tous les résultats qui auront été obtenus. On va faire une partie de la biodiversité, toute la petite biodiversité. Et la grande, on va la voir plus tard. On va commencer à vous poser des questions. 2021-2021, on va beaucoup avancer. Vous allez avoir, comme l'a annoncé Marie-Lise, des enquêtes, bien sûr à ceux d'entre vous qui souhaiteront participer à ces enquêtes. Ce n'est pas une obligation. Hein. Et bien sûr, à chaque fois que nous allons aller sur le terrain avec vous, nous allons vous faire participer aux échantillonnages de biodiversité et nous allons aussi organiser des animations, de sciences participatives, des ateliers de table ronde, autant qu'on pourra le faire dans les conditions actuelles, bien évidemment. Donc, par la suite, vers 2022-2023, on va continuer à découvrir la biodiversité dans vos espaces verts. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à des groupes différents, les oiseaux, les papillons, les mammifères, avec d'autres méthodes où on vous demandera plus de participer que dans la première phase. On va probablement faire une étude sur les moustiques, en tout cas sur le moustique tigre, avec des collègues d'un autre projet, d'un autre laboratoire qui travaille sur le sujet à l'heure actuelle, qui est un sujet, j'allais dire brûlant, mais il est plus piquant que brûlant, ce sujet, parce que la biodiversité, ce n'est pas que les choses qu'on souhaite avoir dans les espaces verts, ça peut aussi être des choses très différentes. On va aussi préparer des ateliers pour ceux que ça intéresse. Il n'y a aucune obligation, évidemment, à modifier son environnement, mais ce sera proposé pour ceux que ça intéresse, évidemment. Et nous, ce qu'on cherche à faire, ce que je vous l'ai dit, c'est de pouvoir améliorer la conception et la gestion des espaces verts. Et pour ça, on ne peut pas donc parler uniquement entre scientifiques, associatifs et professionnels. On aura aussi besoin de vous, des habitants, de ceux qui vivent dans ces espaces, afin de pouvoir imaginer une conception et une gestion des espaces verts qui respectent à la fois les habitants et la biodiversité. Et c'est pour ça qu'on va organiser des rencontres d'ici 2023. Je pense qu'on pourra peut-être les faire en vrai, en chair et en os, et avec un objectif de créer une charte des pratiques, une bonne pratique dans les espaces verts. Mais ça, c'est vers la fin du projet, vers 2023, et c'est ce qu'on espère vraiment sortir avec quelque chose de très fort, qui sera applicable non seulement sur le Grand Lyon, mais qui sera exemplaire au niveau national et plus si c'est possible. Et là, je vais laisser la parole à Thomas qui va vous expliquer comment, pour mettre en œuvre tous ces objectifs, on a dû faire des choix de vos espaces verts. Et Thomas va vous expliquer un petit peu comment et comment il va procéder par la suite. Micro, Thomas, micro. Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'était marqué, j'étais mis en sourdine. Très bien. Je vais vous présenter très rapidement la manière dont on a choisi les collectifs par rapport à ceux qui ont candidaté au projet. Donc déjà, les collectifs sur la métropole de Lyon, ça concerne 80% des ménages. Donc en fait, c'est un nombre assez conséquent de lieux. On en a recensé plus de 20 000 sur la métropole de Lyon. Et donc parmi ces 20 000, eh bien, actuellement, on a débuté ce travail d'inventaire sur du coup, 40 collectifs, alors qu'ils soient en copropriété ou alors qu'ils soient gérés par un bailleur de logement social. Ce qui nous intéressait, nous, déjà, c'est que déjà, ces collectifs ils soient bien distribués sur l'ensemble du Grand Lyon, qu'on n'ait pas que des collectifs de plein cœur de centre-ville ou alors que des collectifs de banlieue, voire des collectifs de zones périurbaines.
Et on a souhaité déjà bien étaler cet échantillonnage et puis avoir aussi des sites qui soient très différents, à la fois en termes de densité d'habitants, de population sur une parcelle, mais aussi en termes de couverture de la végétation, mais aussi de structure et de composition de l'espace vert, c'est-à-dire est-ce qu'on a plusieurs strates différentes, est-ce qu'on a des herbes, des arbustes, des arbres, voire même des très grands arbres qui feraient plus de 30 mètres, par exemple. Donc, tout ça, c'est des critères qui étaient importants pour nous, pour qu'on ait en fait des espaces verts qui soient réellement de nature différente, pour qu'on puisse du coup observer une biodiversité qui soit liée à des espaces très variés. Il y a des paramètres humains aussi qui étaient importants à tenir compte. C'est notamment, on va dire, la socio-économie, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans un quartier riche, pauvre, avec une proportion élevée de la population qui est diplômée de l'enseignement supérieur ou pas, par exemple, mais aussi d'avoir des parcelles qui soient d'époque et de mode architectural variés, parce qu'on ne conçoit pas un espace vert et on ne conçoit pas un immeuble en collectif de la même manière dans les années 80, par exemple, ou 70, si vous pensez par exemple aux grands ensembles, qu'actuellement où on fait par exemple des collectifs de taille un peu plus moyenne. On s'est basé sur tous ces critères-là et on les a rassemblés ensemble. Et ce que je vous présente à droite, en fait, c'est une carte qui représente la proximité et la différence qu'il peut y avoir entre deux collectifs retenus dans le projet, sur la base de tous ces critères qui sont réunis en même temps. Donc, on se rend compte qu'ils sont globalement assez étalés. Il y en a quelques-uns qui se ressemblent un peu, quelquefois, avec certains numéros. Donc, vous avez vu qu'il y a 3 couleurs. Donc là, en rouge, c'est ceux qui sont de copropriété. Et puis, en bleu, on a ceux qui proviennent de Est Métropole Habitat, un grand bailleur social. Et puis, en jaune, ceux de Grand Lyon Habitat, le plus grand bailleur social de la métropole, qui a plus de 26 000 logements. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus sur cette question. On peut juste savoir ce que c'est que les dimensions 1, dimension 2 ? Ah oui, alors bon, là, c'est compliqué, c'est des statistiques. En gros, chaque axe est représenté par plusieurs des variables à gauche. Là, je ne vous ai pas mis dans le détail, c'est vraiment un raccourci, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le graphique de droite, en gros, il y a une quinzaine de variables différentes qui ont été agrégées et représentées et projetées sur 2 axes uniquement. Donc, dans le détail, c'est des choses que je peux partager aussi. Mais en gros, pour faire très simple, on va dire que de en haut à gauche vers en bas à droite, ce qui compte le plus, là, c'est la taille notamment de l'espace vert. Plus on est en haut à gauche et plus ça va être des espaces de grande taille. Et en bas à droite, ils vont être plus petits et dans de la ville plus dense. Donc, on va dire que le facteur taille pèse beaucoup dans notre jeu de données, forcément. Merci. Donc, je vous ai mis ici une petite carte. Il y avait un lien pour aller voir la carte, mais je pense qu'il n'a pas été conservé lors de la mise en page. Du coup, on l'enverra par email. Mais ça, c'est un extrait d'une carte qu'on a diffusée en ligne librement et que vous pouvez aller consulter, sur laquelle il y a les 40 collectifs retenus qui sont représentés en orange. Alors, quelquefois, ils sont très visibles parce qu'ils sont très gros et quelquefois, ils sont tout petits, ça fait un tout petit point. Mais je vous assure que sur cette carte, il y en a bien 40 qui sont représentés en tant que tels. Donc, on refera recirculer le lien qui vous permet d'accéder directement à cette carte-là et qui vous permettra de voir un peu si vous avez des voisins qui sont aussi impliqués sur le projet collectif. C'est bon pour moi. Et donc, là, j'ai mis quelques extraits pour montrer un peu la diversité des sites sur lesquels on travaille. Là, cette diapo, c'est uniquement quelques sites sur lesquels on intervient cette semaine. Donc, ce matin, par exemple, j'étais sur le site qui est sur votre gauche, complètement à gauche. Et puis, Caroline, elle était hier sur le site qui est en haut à droite. Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a ce que je vous expliquais juste avant en termes d'architecture, de surface, d'environnement. C'est des choses qui sont très concrètes et qui se voient très facilement dès lors qu'on commence à survoler un petit peu les sites. C'est bon pour moi. Et donc, le projet, il débute dès aujourd'hui. On va avoir une campagne de printemps qui va être assez soutenue. Ce que j'ai commencé à faire cette semaine avec Caroline et puis quelques-uns de nos stagiaires, c'est déjà de commencer par s'intéresser à vraiment la base de l'écosystème. Ce qu'on ne voit pas et qui est généralement sous nos pieds, c'est vraiment la qualité du sol. La qualité d'un sol, c'est vraiment extrêmement important parce que c'est vraiment ça qui va conditionner bien la disponibilité en eau, en nutriments pour les plantes.
et que déjà toute cette biodiversité qui vit dans les sols, elle va aussi recycler la matière et fournir des fonctions qui sont extrêmement importantes, tant pour la biodiversité, 124 participants. mais aussi pour les collectifs en tant que tels, puisque un sol qui fonctionne bien, c'est un sol qui va retenir l'eau et qui va éviter l'érosion. Et c'est aussi un sol qui va avoir une végétation qui va être soutenue et qui va permettre aussi de limiter les îlots de chaleur urbain. Donc pour ce mois de mars, ce qu'on fait essentiellement depuis le début de la semaine, c'est des prélèvements de petites carottes de sol. Et donc dans ces carottes de sol, on va faire plusieurs choses. C'est que soit on va extraire directement les petits organismes que vous voyez par exemple en bas à gauche. Là, en bas à gauche, ce qu'on a, c'est une colambole. J'avais mis son nom aussi, mais ça a sauté. Donc les colamboles, c'est des toutes petites bêtes qui font 2 ou 3 mm maximum et qui vivent dans les sols. Et c'est des animaux qui sont très intéressants parce qu'ils recyclent très bien la matière et qu'en plus de ça, ils forment des communautés avec plein d'espèces différentes et que c'est donc un bon bio-indicateur de la qualité des sols. Donc on va le faire en extrayant ces petites bêtes du sol, mais aussi en regardant directement avec des méthodes qui sont très très récentes l'ADN qui est contenu dans un sol. Donc l'ADN, c'est vraiment l'information génétique qui nous permet après de retrouver la signature de chaque espèce. Et à partir de l'ADN qu'on récupère d'un sol, on peut avoir la liste directement de tous les organismes et de toutes les espèces qui vont vivre dans ce sol-là. Donc ça, c'est vraiment le terrain qu'on fait ce mois-ci. Et donc, on y passe une demi-journée pour prélever ces carottes de sol. On va aussi regarder la qualité physique du sol et la manière dont l'eau peut bien pénétrer le sol ou non. On appelle ça la porosité. Donc, ce seront des carottes un peu différentes. Et ensuite, au mois d'avril, on va mettre en place là un protocole qui va nous permettre de collecter tous les insectes qui se déplacent sur le sol. Donc, il va y avoir dedans des petits scarabées qu'on appelle les carabes, mais aussi des araignées. On travaille beaucoup sur les insectes parce que c'est globalement un groupe qui est assez peu connu et qui pourtant subit un énorme déclin à l'échelle de la planète, dont on commence à peine à parler. Je pense que les plus âgés d'entre nous, parmi nous, se souviendront de ces pare-brises de voitures qui, peut-être dans les années 80-90, quand on faisait un trajet à la campagne, on avait vraiment la voiture qui était maculée complètement d'insectes, alors que même actuellement, on peut faire un trajet sur une nuit complète, là où pourtant il y a en principe beaucoup d'insectes. Et après plusieurs heures de route, on n'a pas grand-chose sur le pare-brise, donc il y a vraiment un effondrement hyper important de la biomasse des insectes. Et sur ce projet collectif, on met vraiment l'accent sur ce groupe d'organismes qui sont peut-être moins bien connus du grand public, mais sur lesquels il y a vraiment un effort important à faire de connaissances. Et donc au mois d'avril, ce sera certainement grâce à votre aide aussi qu'on va déclencher ces protocoles, parce que l'idée, c'est de pouvoir en simultané, sur tous les collectifs, sur les 40 collectifs, ouvrir certains pièges pour collecter certains insectes le même jour et le refermer 3 semaines plus tard, le même jour aussi. Et donc, ça demandera un petit peu d'être synchrone et donc de le faire ensemble. Et tout ça, bien sûr, on vous contactera pour que vous le fassiez. Ce sera extrêmement simple, il y aura juste un capuchon à ouvrir. Et puis, au mois de mai, on va faire aussi un petit peu de végétation. Et je ne m'attarde pas plus là-dessus parce que le temps passe. Alors, pour les pollinisateurs… Donc, Caroline Sabat peut nous parler. Oui, je vais vous parler du coup des collègues sur les pollinisateurs. Alors, pour attraper les pollinisateurs, ce qui va être tout ce qui est les abeilles sauvages, beaucoup de sauvages. Oui. On va installer 2 jeux de 3 pièges colorés, des coupelles colorées. Donc, installés sur des piquets, il y aura 3 couleurs, le jaune, le bleu et le blanc, pour attirer ces insectes. Donc, il y aura un jeu qui va être installé près d'une haie et un autre jeu qui sera installé dans un espace un petit peu plus de prairie. On va installer 2 jeux de pièges sur les 40 habitats collectifs, plus dans les 8 parcs urbains qu'on va suivre sur la ville de Lyon, afin de comparer ce qu'on va pouvoir trouver et dans les parcs urbains qui sont labellisés éco-jardins et dans vos habitats collectifs. Alors, ces pièges doivent être activés tous les mois. Donc, il faut que ces 48 sites soient activés absolument la même demi-journée et désactivés 24 heures après. Donc, pour les activer, il faut juste mettre un petit peu d'eau avec une petite goutte de détergent pour pas que les insectes puissent ressortir.
Ces pièges, on va les mettre en place tous les mois de mi-mars, voire début avril, si on risque de ne pas être prêt peut-être pour début mars, pour mi-mars, mais en tout cas de début avril à fin octobre. Et là, va vraiment avoir besoin de vous pour nous aider à activer l'ensemble de tous ces pièges. Ça va faire près de 300 pièges à activer tous les mois. Et donc, on va avoir toute une équipe de bénévoles, de services civiques, de stagiaires, de salariés. Mais c'est vrai qu'en même temps, si voilà, vous arrivez à pouvoir vous engager à activer un mois, plusieurs mois, voire tous les mois les pièges sur votre habitat, ça pourra nous rendre bien service. Pour ceux qui seront intéressés, on organisera une petite temps de formation, en tout cas pour vous expliquer comment activer et désactiver ces pièges. Donc, il suffira de passer par Caroline Bréfort, qui vous tiendra au courant du petit temps de formation qu'on mettra en place. Je vais reprendre la parole du coup. Donc ça, c'est peut-être la diapo qui doit aussi, je pense, beaucoup vous intéresser en tant qu'habitant. Il y a beaucoup de choses qu'on a pu déjà vous présenter au préalable via le site web, via toutes les communications qu'on a pu faire, mais peut-être que ça vaut le coup qu'on fasse un petit résumé pour que ce soit assez clair, notamment sur cette première année, parce que bien sûr, comme vous l'avez vu dans le programme auparavant, chaque année ne va pas avoir les mêmes actions, mais cette année, ça va être des actions qui vont être centré un peu plus sur la biodiversité. Et bien sûr, dans les années suivantes qui vont arriver, il y aura plus de protocoles de sciences participatives, par exemple sur les oiseaux. Mais c'est des protocoles sur lesquels on va essayer de vous former. Mais en tout cas, déjà, dès ce mois-ci, et à partir de nos premières visites qui ont débuté déjà hier, déjà, rencontrez-nous lorsqu'on fait un premier passage pour des relevés scientifiques. Et surtout, n'hésitez pas aussi à convier vos voisins ou vos connaissances qui habitent aussi dans le collectif et qui seraient potentiellement disponibles, à juste descendre quelques minutes pour qu'on puisse faire connaissance, pour qu'on puisse éventuellement se présenter et expliquer rapidement ce qu'on va faire. C'est toujours bien aussi de pouvoir expliquer les choses de vive voix, en face à face. C'est des choses qui sont de plus en plus rares par les temps qui courent. Et puis, sur cette première visite, n'hésitez pas aussi à nous faire visiter votre espace. C'est ce qui s'est passé ces derniers jours. Et pour nous, c'est extrêmement utile parce que ça permet de comprendre vraiment comment est-ce que l'espace est conçu, comment aussi est-ce qu'il est utilisé par les habitants. Ça nous permet d'éviter de mettre, par exemple, des coupelles à des endroits qui pourraient être gênants. Et ça nous permet aussi de cibler potentiellement des sites dans lesquels il y a plus de biodiversité parce qu'il y a peut-être moins de dérangements ou des sols qui seraient peut-être un peu moins tassés. Donc tout ça, ça peut nous aider pour faire des relevés de biodiversité vraiment au bon endroit et d'optimiser un petit peu nos collectes. Et comme on le disait Caroline au préalable, mais bien sûr, on va avoir besoin de vous pour enclencher ou alors clôturer certains protocoles en simultané sur 48 sites en même temps. Donc ça demandera à chaque fois vraiment pas grand-chose, hein, peut-être 15 minutes maximum pour votre collectif entier. Donc voilà, ce serait 15 minutes pour le mois de mars, 15 minutes au mois d'avril, 15 minutes au mois de mai. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais il faut juste qu'on se forme bien ensemble. Et puis nous, on est en train aussi de réfléchir en ce moment pour vous proposer un programme de balade urbaine, d'animation, et puis d'ateliers qu'on aimerait bien organiser au cours du printemps. Alors bien sûr, en dépendant bien sûr des mesures sanitaires. On aimerait bien pouvoir en proposer en fin de journée parce que bien sûr, on peut proposer nous plein de choses en cœur de journée, mais la plupart d'entre vous, vous travaillez, donc c'est pas le plus judicieux. On va en proposer un peu le week-end aussi, mais on espère surtout qu'on pourra faire des choses un petit peu en fin de journée quand les jours vont rallonger. Donc, croisons tous les doigts ensemble pour que ça fonctionne à ce niveau-là. Et puis, comme je vous le disais, on va développer aussi peu à peu des protocoles de sciences participatives sur lesquels on va pouvoir vous former pour observer les oiseaux, les papillons, en gros, toute cette biodiversité qui est un peu plus grosse, un peu plus facile à identifier aussi en autonomie, et pour lesquels il y a aussi des protocoles nationaux qui sont coordonnés par exemple, le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Donc, plein de formations à venir. Et puis, si vous voulez vous impliquer un peu plus aussi sur le projet, mais je pense que si vous êtes là, c'est déjà le cas, vous pouvez devenir habitant relais. C'est-à-dire que pour nous, vous êtes vraiment un contact privilégié et que lorsqu'on va venir sur le terrain, on va vous contacter pour vous dire que l'on vient sur le terrain. Et pour nous, ça nous facilite l'accès parce que pour de nombreux sites, il n'y a pas forcément de code.
Et donc, on a besoin d'un pass vigique ou bien de la présence d'un habitant pour pouvoir nous ouvrir. Et donc, ça, pour nous, c'est extrêmement important qu'on puisse avoir un accès facile sur le terrain. Et bien sûr, nous, au préalable, on met tout en œuvre pour avoir un planning qui soit lisible et pour vous contacter le plus en amont possible pour vous demander une autorisation d'accès. Et puis, peut-être que vous pourrez aussi participer à cette étude dès cette année, en répondant à l'enquête qui va être formulée par Marie-Lise Cotet. Et peut-être que cette enquête, vous pourrez aussi nous aider à la faire un petit peu voyager auprès de vos voisins pour la faire distribuer. Et nous, ça nous permettra de mieux comprendre les perceptions des espaces verts de collectif et de la biodiversité qui se trouve à l'intérieur. Mais surtout, restez vraiment libre de vous impliquer selon vos envies et vos disponibilités. Et le fait de vous impliquer demain, par exemple, sur les pollinisateurs, ça ne vous engage pas à faire forcément les pollinisateurs le 15 août. On n'ira pas vous chercher à Palavas-les-Flots pour venir récupérer les pollinisateurs. Mais en tout cas, merci vraiment sincèrement pour votre participation. C'est vraiment indispensable pour nous, en tout cas, votre aide. Merci beaucoup.